Vous vous souvenez que je parlais de la minorité serbe en Croatie, qui représente 11 ou 12%. Cette région en Croatie s'appelle la Krajina, et la partie nord de la Bosnie s'appelle aussi la Bosanska Krajina. Krajina signifie frontière en slave, donc si vous pensez à l'Ukraine, c'est le même mot. Dans le cas de la Croatie et de la Bosnie, c'était la frontière militaire entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Les Serbes étaient tenus d'être militaires pour défendre l'Europe contre les Ottomans. Concernant la neutralité de la Yougoslavie, les personnes que je soutiens et qui analysent le cas de l'Ukraine disent que ce sont des endroits qui, géopolitiquement, doivent rester neutres. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité, et cela fait un moment que je me demande comment aborder au mieux les guerres de Yougoslavie. J'ai finalement décidé de demander à quelqu'un qui n'est pas originaire de la région, mais qui l'étudie depuis des décennies. Aujourd'hui, je m'entretiens avec la professeure Suzanne L. Woodward, professeure de sciences politiques à la City University of New York. La professeure Woodward est l'auteure de Balkan Tragedy, Chaos and Dissolution After the Cold War, ainsi que de l'ouvrage plus récent, The Ideology of Failed States, Why Intervention Fails. Aujourd'hui, nous souhaitons discuter de ce qui s'est passé dans les années 1990 et de l'héritage des guerres des Balkans. Professeur Woodward, bienvenue. Bonjour, bonsoir ou où que vous soyez. Mon matin, votre soir. Merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui. Vous avez écrit pendant de nombreuses années sur les Balkans, sur la façon dont la Yougoslavie s'est effondrée. L'un des sujets que j'ai toujours voulu aborder est ce processus. La Yougoslavie était un État fonctionnel après la Seconde Guerre mondiale, sous son dictateur de longue date, Josip Broz Tito. Puis Tito meurt, et la Yougoslavie était alors très bien intégrée dans le monde international. C'était un État non aligné. Il avait des amis de tous les côtés. Les funérailles de Tito ont d'ailleurs été suivies par la plupart des chefs d'État et dirigeants de l'époque. Je crois que c'était en 1982. Ensuite, il y a eu cette désintégration, juste après, au moment où la guerre froide s'est terminée, ou après la fin de la guerre froide. Une désintégration très violente. Quels ont été, selon vos recherches, les facteurs internes et externes qui y ont conduit? Mon Dieu, vous vous rendez compte de l'ampleur de cette question? C'est impossible. Voulez-vous commencer par des questions plus précises? C'est intéressant, vous m'avez demandé avant que nous commencions, je crois que vous avez dit, laissez-moi voir si je peux le formuler, pourquoi tout s'est-il effondré après la mort de Tito? Et vous venez de mieux formuler la question en disant que cela ne s'effondre pas avant la fin de la guerre froide. Mais je voulais aussi souligner que Tito est mort en 1980 et que le début de la fin de la Yougoslavie, c'est lorsque les dirigeants slovènes et croates, dans deux des unités fédérales de la Yougoslavie, déclarent leur indépendance. Et cela nous amène vers la fin de 1989, mais ce n'est qu'en juin 90. Donc vous voyez, tout à coup, cela fait 10 ans. La question est donc, que se passe-t-il pendant ces 10 années? Et de la même manière, j'imagine que ce que vous demandez, c'est quel est le rôle de la fin de la guerre froide. Je dirais donc que je commence par une analyse d'économie politique. Pour moi, ce qui a vraiment été crucial dans les années 1980, c'est que tout commence en 1969 avec ce que nous appelons la crise mondiale de la dette. La Yougoslavie a en fait servi d'expérimentation pour le Fonds monétaire international concernant ce qui allait être appelé les accords de stabilisation de réserve. Il s'agissait d'accords sur 3 ans, et c'était ce que nous appelons aujourd'hui des politiques d'austérité pour rembourser la dette. Et la raison pour laquelle je dis que la Yougoslavie était une expérience, c'est que
ils ont commencé à appliquer ces politiques dans de nombreux autres endroits, notamment en Amérique latine. Mais c'était d'abord en Yougoslavie. Ainsi, pendant les années 1980, la Yougoslavie a dû mettre en œuvre des politiques pour rembourser sa dette. Et il y a un contexte de système politique. Disons que cela fait partie de l'histoire internationale. Je pourrais aller plus vite et dire qu'en 1989, la relation très particulière que les États-Unis entretenaient avec la Yougoslavie et que la Yougoslavie entretenait avec les États-Unis, sur laquelle je pourrais revenir, prend fin parce que les Américains disent « Oh, vous ne comptez plus pour nous ». Car votre rôle dans le maintien de la sécurité du flanc sud de l'OTAN n'a plus d'importance, car cela touche à sa fin. Ainsi, le type de soutien particulier, y compris le soutien financier, que les États-Unis accordaient à la Yougoslavie, déjà à partir de 1949, prend fin. Et cela a eu un effet psychologique, je dirais. Mais surtout, c'était presque la fin d'une période de réelle austérité pour la population. Passons donc à la situation intérieure et disons que la Yougoslavie a été, à maintes reprises, de plus en plus décentralisée en tant que système politique, si bien qu'à la fin des années 1970 même, les dirigeants des républiques fédérales, qui sont comme des États aux États-Unis, les dirigeants, et permettez-moi d'interrompre pour préciser que le système fédéral créé après la Seconde Guerre mondiale était fondé sur le droit à l'autodétermination nationale pour tous les peuples, réunissant des parties de différents empires dans un système fédéral. Et deuxièmement, la prise de décision au centre se faisait par consensus. Ainsi, la combinaison de la décentralisation, où la plupart des politiques étaient élaborées par les habitants des républiques fédérales, et du consensus entre eux au centre, rendait la prise de décision très lente, très difficile, et dans le contexte des années 80, assez lourde. Vraiment, assez, je ne dirais pas cela. Disons simplement que c'était très difficile, car les inégalités entre les régions, allant des plus riches au nord-ouest en Slovénie, aux plus pauvres en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine, ont créé un grand conflit autour de ce que nous appellerions les politiques fiscales. C'est-à-dire que les Slovènes, en particulier, étaient en colère de devoir payer autant d'impôts via le gouvernement fédéral pour soutenir les politiques de développement redistributives en faveur de leurs voisins plus pauvres. Je pourrais envisager de nombreux scénarios, mais on voit bien qu'au niveau international, les Yougoslaves dépendaient de l'aide et des prêts internationaux, ainsi que du soutien économique américain d'une part, et que, d'autre part, les décisions concernant la redistribution et la fiscalité devenaient de plus en plus difficiles à prendre au niveau national, dans le contexte d'un système politique où il fallait l'accord de tous avant de pouvoir adopter une politique, ce qui a conduit au fil du temps à la décision de la Slovénie et de la Croatie de partir. Donc, vous diriez que la Yougoslavie était paralysée de l'intérieur, ce qui a conduit à des griefs politiques non résolus, lesquels ont ensuite mené à la déclaration d'indépendance de la Slovénie, puis de la Croatie. Eh bien, je n'irai pas jusque-là, je ne dirais pas que c'était dans l'impasse, je dirais plutôt que les décisions prenaient beaucoup de temps, les gens étaient souvent en désaccord. Donc à la fin, il y avait presque une crise constitutionnelle sur le type de décision qui pouvait être prise. Et deuxièmement, je tiens à ne pas utiliser le mot revendication, parce que les revendications, c'est justement le principe de la démocratie. Et même si c'était un système à parti unique, la prise de décision était bien plus démocratique, ce que nous appelons le système d'autogestion ouvrière, que je peux décrire si vous le souhaitez. Mais en termes de prise de décision, c'était vraiment très démocratique, c'est-à-dire qu'il fallait obtenir un consensus, n'est-ce pas? Il y avait donc toujours des désaccords sur la politique fédérale, la politique au centre.
Et oui, bien sûr, il est vrai que lorsque les politiques d'austérité rendaient la vie très difficile, le chômage augmentait fortement. L'inflation était très élevée. Le chômage, qui pour moi était le plus important car il a toujours existé, touchait la classe moyenne et la classe administrative. Ainsi, les membres du parti et les dirigeants du parti, leurs fils et filles, n'avaient pas d'emploi. Mais aussi les biens de consommation, car les politiques d'austérité du FMI limitaient ce qui pouvait être importé. Et leur production locale dépendait tellement des biens intermédiaires pour la production locale que des choses comme le savon à lessive ne pouvaient plus être produites à cause des produits chimiques qu'ils importaient. Donc, les conditions matérielles des gens se dégradaient de plus en plus. Employer un terme général comme mécontentement aurait facilement pu prêter à confusion. Et l'argument souvent avancé, que tout cela relève de haine ethnique, de grief ethnique, je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Merci beaucoup d'avoir clarifié ce point. Un bon ami à moi du Kosovo, un Serbe du Kosovo, a un jour fait remarquer, « Écoute, la raison pour laquelle ça est devenu si sanglant, c'est parce que ces communautés ne faisaient pas que vivre côte à côte. Elles étaient littéralement voisines. Et cela a fonctionné pendant des centaines d'années, jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus. Donc la question est, pourquoi cela a-t-il cessé de fonctionner? Et ensuite, cette haine ethnique a commencé à émerger et à se retourner contre cela. C'est une observation remarquable, et je n'étais pas au courant. Donc, le FMI et la dette extérieure dans le cas de la Yougoslavie, et je suppose que la dette yougoslave était libellée en dollars américains. Bien sûr. Et pour vous interrompre, à ce moment-là, en 1969, il n'y avait pas seulement une crise de la dette, c'est parce que Volcker avait relevé les taux d'intérêt de la Réserve fédérale aux États-Unis jusqu'à environ 28%. Et tout le monde détenait des dollars dans leur... Vous connaissez le système, donc je ne vais pas m'étendre. C'est donc cela qui causait principalement la crise de la dette, et c'était particulièrement difficile pour la Yougoslavie. J'aimerais donc revenir en arrière. Et la disparition de la sphère soviétique a-t-elle aussi un lien avec cela? Parce que je me souviens aussi que vous avez parlé de ces biens intermédiaires. Quand j'étais en Herzégovine, il y a 2 ans, j'étais dans la remise de ce vieil homme de 80 ans, le grand-père de mon ami, et j'ai vu dans cette remise une voiture Zastava, qui est bien sûr une version sous licence d'un modèle Fiat. Et de l'autre côté, il y avait un tracteur routier, une grosse machine importée de Biélorussie, parce que c'était les plus robustes. La Yougoslavie pouvait accéder aux 2 camps de la guerre froide. La fin de cela et la disparition de la sphère soviétique ont-elles aussi contribué à ces difficultés économiques qui ont suivi? Je ne pense pas. Je veux dire, tout d'abord, il ne s'agit pas seulement de 2 camps, mais de 3, car comme vous l'avez déjà dit, la Yougoslavie était un membre fondateur du mouvement des non-alignés. Et donc elle avait, et j'aimerais maintenant, l'une des choses que je vais dire à propos de Tito quand nous y arriverons, c'est que ce qui est vraiment important chez Tito, c'est la manière dont il a su gérer la position internationale de la Yougoslavie. Et une partie de cela résidait dans cet équilibre entre 3 sphères, à la fois économique et politique, et une partie de cet équilibre se trouvait précisément dans le commerce. Ils avaient des accords avec l'Est, l'Ouest et le tiers-monde dans le bloc des non-alignés, et ils pouvaient profiter de la meilleure façon de faire les choses. Mais ensuite, et permettez-moi d'ajouter cela pour donner un peu de contexte, si vous aviez un passeport yougoslave, vous pouviez voyager librement sans visa dans plus de pays que n'importe qui d'autre dans le monde. Cela faisait partie de la position internationale que Tito avait su négocier et construire. Mais pour revenir à l'Union soviétique, non, je pense que c'est simultané. Je pense que ce que Gorbatchev
introduisait à partir de 1985 environ, en ce qui concerne l'Europe de l'Est, affectait l'Europe de l'Est, mais pas tellement la Yougoslavie, sauf peut-être, comme je l'ai mentionné plus tôt, lorsqu'on a parlé de la fin de la guerre froide, la manière dont les politiques américaines ont changé, et la Yougoslavie n'était plus dans une position spéciale avec les États-Unis. Donc, je suppose que dans ce sens, ce n'est pas directement lié à la fin au cas soviétique, mais indirectement à travers les politiques américaines. Pouvez-vous en dire un peu plus sur la politique américaine? D'un côté, il y a la politique économique, en partie liée aux politiques du FMI, disons. C'était des politiques d'austérité par définition. L'augmentation du taux directeur par Volcker, celle-là était certainement inspirée par des considérations internes, sans trop se soucier des conséquences extérieures. Mais quelles étaient les autres politiques, y compris celles de l'OTAN, qui selon vous ont également joué ce rôle? Eh bien, en juin 1948, Staline et le bloc de l'Est ont choisi d'expulser la Yougoslavie du bloc de l'Est. Il y a beaucoup de débats sur les véritables causes de cette décision. Pour moi, c'est la politique étrangère de Tito, en Grèce, en Albanie et en Bulgarie, qui a été la plus déterminante. Mais il y avait aussi un différend concernant la politique agricole. Quelles qu'aient été les causes, ils ont perdu tous ces marchés, tout ce soutien à la fois politique et économique. Je pourrais m'étendre longuement sur ce qui s'est passé, mais en janvier 1949, le gouvernement américain a estimé qu'il avait peut-être une excellente occasion de profiter d'un pays qui s'opposait à l'Union soviétique. Ils ont donc lancé une politique appelée « Maintenir Tito à flot ». Pendant toute l'année 1949, cette politique a progressé lentement mais sûrement, les Américains persuadant les pays d'Europe occidentale, la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, de commencer à commercer avec la Yougoslavie. Réfléchissez-y. Ce n'était pas si longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Faire du commerce avec la Yougoslavie signifiait les aider, leur accorder des prêts et tout ce qui s'ensuit. Les Américains n'allaient pas encore commercer eux-mêmes, mais ils persuadaient leurs partenaires. À la fin de 1948, ils avaient convaincu le Fonds monétaire international et la Banque mondiale de permettre à la Yougoslavie d'emprunter auprès d'eux. À partir de ce moment-là, le rôle des prêts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international a été absolument crucial pour le maintien de la Yougoslavie. Et c'est un excellent exemple d'une économie où, comme tout le monde le dit, les gens vivaient vraiment au-dessus de leurs moyens en empruntant. Ensuite, dans le cadre de cette politique américaine, outre la composante économique, il y avait aussi un aspect militaire. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas récemment pris le temps de réfléchir ou d'apprendre comment se sont déroulées les négociations. Mais le résultat, c'est que l'armée yougoslave, et je vais en dire un mot, devait défendre le flanc sud de l'OTAN. L'OTAN avait un flanc sud, et l'idée était que si l'Union soviétique devait intervenir en Europe occidentale, elle passerait par la Yougoslavie pour atteindre l'Italie. Son flanc nord passerait par la Pologne, ce à quoi nous sommes confrontés actuellement avec l'Ukraine. Cela signifiait donc qu'une partie de la mission de la Yougoslavie était de s'engager à disposer d'une armée fédérale très sophistiquée, qui serait là pour défendre le pays contre toute attaque interne, mais aussi le flanc de l'OTAN. Militairement, les Yougoslaves, avec ce système décentralisé, disposaient également de forces de défense territoriale, qui étaient locales. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails pour l'instant, mais il s'agissait d'un échange, à la fois pour soutenir l'OTAN et pour obtenir de l'aide des États-Unis. Mais tu m'as aussi demandé quel rôle l'OTAN joue par la suite. C'est bien cela que tu voulais savoir.
Oui, tout au long du processus. L'OTAN a-t-elle un rôle à jouer, disons au-delà, bien sûr, des bombardements de la Serbie en 1909, mais aussi avant cela? Pas avant que les guerres ne commencent. Et même pas dans le cas croate. C'est seulement une fois la guerre commencée en Bosnie-Herzégovine que l'OTAN est déployée. Elle avait plusieurs politiques, mais elle a été déployée en soutien à l'intervention humanitaire de l'ONU, intervention que les forces de protection de l'ONU n'ont pas menée efficacement, et en soutenant de plusieurs manières, y compris finalement une zone d'exclusion aérienne et des sanctions en mer Adriatique. Mais on ne peut dire que cela n'était qu'en soutien à la mission humanitaire et aux négociations internationales en cours, présidées par les Nations Unies et l'Union européenne, pour mettre fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine. Il est vrai qu'une fois que les Américains décident, en juin ou juillet 1995 sous la présidence de Clinton, de s'impliquer pour tenter de mettre fin aux guerres qu'ils essayaient de négocier depuis 4 ans. Ils ont alors décidé, avec un homme nommé Holbrooke, Richard Holbrooke, de menacer les Serbes de Bosnie de bombardement s'ils ne négociaient pas. Or, le problème est, j'ai pas dit bien sûr, mais pour moi c'était évident. Les Serbes de Bosnie négociaient depuis le début. Le problème était d'essayer de convaincre les musulmans de Bosnie, les Bosniaques, de venir à la table des négociations. Et donc, la menace de bombardement de l'OTAN était un cadeau pour les amener à la table des négociations. Mais cela a ensuite conduit à des bombardements de l'OTAN en 1995. Et puis, l'utilisation de la puissance de l'OTAN pour bombarder la Serbie afin de mettre fin à la guerre du Kosovo est distincte de la guerre de Bosnie. Mais cette utilisation de la puissance aérienne, ce que les Américains appellent la diplomatie coercitive, à laquelle j'ai beaucoup d'objections. Je ne pense pas que cela fonctionne, mais c'était le seul rôle que l'OTAN jouait, alors que les Nations Unies et l'Union européenne jouaient des rôles majeurs. Pouvez-vous? Désolé, j'ai maintenant 2 questions à poser. Mais peut-être que je devrais d'abord revenir en arrière, car ce que vous avez dit sur le rôle de la Yougoslavie pour l'OTAN pendant la guerre froide, celui de protéger le flanc sud, est très intéressant, car cela fait écho à ce que la Finlande devait faire pour l'Union soviétique. La Finlande jouait ce rôle, et ces 2 États étaient neutres d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, du moins en ce qui concerne leur fonction de zone tampon, mais ils étaient militairement neutres pour l'un des 2 camps, en quelque sorte. Oui, et n'oubliez pas, la Yougoslavie se considérait comme neutre. Oui, c'est très intéressant. D'accord, alors revenons peut-être au rôle de l'UMOPRMUM et des Européens. Comment ils se sont ensuite impliqués dans l'éclatement de la Yougoslavie? Quelle est votre analyse à ce sujet? Essentiel. Une partie du problème avec l'Union européenne, c'est que lorsque la Slovénie et la Croatie ont déclaré leur indépendance et sont partis en juin 91. Attendez, il faut que je réfléchisse, 91. Nous sommes 6 mois avant ce qu'on appelle le traité de Maastricht. Donc, c'est encore la communauté européenne. Ce n'est pas encore l'Union européenne. Et c'est donc une période où il aurait fallu une assistance diplomatique pour éviter la guerre en Yougoslavie lors de la dislocation. Mais les Européens étaient eux-mêmes occupés par leur propre transformation, qui aboutira au traité de décembre de cette année-là. Cependant, en juin et juillet, juste après que la Slovénie et la Croatie, je les appelle par le nom de leur république et maintenant ce sont des États à part entière, ont déclaré leur indépendance, les Européens ont décidé de se précipiter pour voir s'ils pouvaient négocier une solution. Ils se sont donc beaucoup impliqués diplomatiquement à travers cela. Cela n'a pas fonctionné, mais c'est une autre histoire.
Ensuite, je suppose que je devrais continuer en ce qui concerne les combats en Bosnie et non en Croatie. L'Union européenne, avec l'ONU, a essayé pendant longtemps de négocier une issue et avait déployé, les Britanniques et les Français avaient déployé, de nombreux membres de cette force de protection de l'ONU. Une négociation, dès le tout début, a créé quelque chose appelé les observateurs militaires de l'Union européenne, EUMM. Il s'agissait principalement, je pense, d'anciens officiers militaires ou de personnes issues des services de renseignement des pays de l'Union européenne qui étaient sur le terrain pour rédiger des rapports et les envoyer à Bruxelles. Et à l'intérieur même du système à parti unique, qui, comme vous l'avez dit, était bien plus démocratique qu'on ne l'aurait imaginé pour un État officiellement communiste, il y avait ces dirigeants autoritaires. Bien sûr, le leader le plus célèbre ou le plus tristement célèbre était M. Milosevic du côté serbe. Mais il y avait aussi, du côté croate, des figures, des personnes dont le rôle fait encore débat, comme M. Tudjman. Quelle est votre évaluation du rôle de ces dirigeants autoritaires de chaque côté? Un récit, surtout du côté croate, présente M. Tudjman comme le libérateur des Croates. D'un autre côté, il y a eu de très gros problèmes en matière de crimes de guerre, non seulement pendant la guerre, mais aussi en dehors. Pourriez-vous peut-être évaluer son rôle dans le processus de la désintégration? Franjo Tudjman avait été général dans l'armée yougoslave. Ensuite, il est devenu nationaliste, travaillant très activement avec de nombreux émigrés croates, principalement aux États-Unis mais aussi en Australie, pour rendre la Croatie indépendante. Cela s'est donc produit même avant que les Slovènes ne tiennent ce discours, car les Slovènes, selon moi, dès le début de la Yougoslavie après la Seconde Guerre mondiale, avec le système fédéral sous la vice-présidence d'Edvard Kardelj, avaient déjà un plan depuis les années 1920 pour utiliser la Yougoslavie comme tremplin vers l'indépendance éventuelle. Mais ils le faisaient de manière très prudente, et ils étaient aussi très favorables à la Yougoslavie elle-même. Pour cette raison, ils voulaient, je pense, procéder pacifiquement. Ainsi, leurs différends avec le gouvernement fédéral, à partir du milieu des années 1980, démantelaient lentement mais sûrement le pays. Tandis que Tudjman, en Croatie, agissait pour des raisons nationalistes et était très à droite en ce qui concerne la milice et, eh bien, je ne sais pas. Mon propre avis est que, peut-être que je dirais, des amis à moi en Slovénie étaient très en colère contre Tudjman pour avoir détourné leur stratégie. Une fois que la Croatie, ou Tudjman, a essayé de faire partie de ce mouvement pour l'indépendance et l'a déclaré à un moment où l'on savait que 11% de la population en Croatie était d'ethnie et de nationalité serbe, cela allait poser un problème qui devait être négocié. Les Slovènes étaient vraiment très contrariés par cela, et je ressens la même chose. Je ne dis pas si je soutiens ce que faisait la Slovénie, mais il est vrai que le nationalisme de droite et beaucoup de violence, je cherche le terme approprié, venait de Croatie. Maintenant, Tudjman négociait aussi avec Milosevic, qui était l'équivalent du président de la Serbie, de la République de Serbie, pour que si la Croatie l'emportait, il puisse négocier les frontières des nouveaux États. Et Milosevic était dans une position, je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait jamais vraiment cru, mais il voulait, selon moi, principalement que l'on apprécie ou non ses méthodes, maintenir la Yougoslavie unie, puis il a été forcé par les événements de se dire, eh bien, au moins nous garderons les Serbes ensemble. Et cela signifiait soutenir les Serbes en Croatie et les Serbes en Bosnie. Il y a donc eu des périodes auparavant, 2 ans avant la guerre,
où Tudjman et Milosevic négociaient les frontières. Et probablement, une partie du problème que beaucoup d'entre nous avions à l'époque venait de la manière dont Tudjman avait décidé que toutes les zones de l'ouest de la Bosnie, où vivaient des Croates de Bosnie, devaient appartenir à la Croatie. Ainsi, il voulait démanteler la Bosnie-Herzégovine. Tandis que Milosevic soutenait le combat des Serbes de Bosnie pour ce qu'il voulait au sein du pays qui allait devenir la Bosnie, il ne faisait pas à ce moment-là quelque chose qui allait nécessairement démanteler la Bosnie-Herzégovine. On pourrait dire que, en un sens, il ne faisait que réagir aux événements plutôt que d'avoir une stratégie, alors que Tudjman, lui, avait une stratégie. Merci pour cela. Quelle est votre évaluation concernant ces deux États que nous avons actuellement, de jure et de facto, n'est-ce pas? La Bosnie-Herzégovine d'un côté et le Kosovo de l'autre. Et le Kosovo est bien sûr contesté. La Bosnie-Herzégovine ne l'est pas, en termes de droit international, n'est-ce pas? Mais lorsque j'y étais, j'ai eu le sentiment que la seule chose sur laquelle ces trois grandes ethnies s'accordent, c'est qu'elles ne veulent pas vraiment être ensemble, ce qui est très triste. Ce qui les maintient ensemble actuellement, c'est le consensus de l'Union européenne, selon lequel ils doivent rester unis. Comment voyez-vous cela? Et aussi la question du Kosovo. How do you see it, and also the Kosovo question? C'est à la fois l'Union européenne et les États-Unis, car, à bien des égards, les États-Unis ont été plus impliqués, intervenant fréquemment avec des changements et des propositions diplomatiques tous les 2 ans pour maintenir la Bosnie-Herzégovine unie. L'UML se voit ensuite confier la tâche de mettre tout cela en œuvre par les Américains. Donc je blâmerais davantage les États-Unis. En ce moment, la situation n'est pas très bonne, ce n'est pas très clair pour moi. Je veux dire les négociations menées par Richard Holbrooke lors des accords de Dayton pour mettre fin à la guerre, en acceptant que la Bosnie reste, que les trois parties restent ensemble, y compris les Serbes de Bosnie, ont créé un système très décentralisé qui présente à nouveau des problèmes très similaires à ceux dont nous parlions en Yougoslavie dans les années 1980. Mais cela signifiait aussi que la Bosnie-Herzégovine était divisée entre une République des Serbes, en raison de la République serbe à l'Est, et la Fédération des Croates et des Bosniaques. Ainsi, les Croates, même s'ils ne représentent aujourd'hui qu'environ 7%, alors qu'ils étaient environ 15% de la population à la fin de la guerre, donc c'est une part très faible, estiment toujours qu'ils n'ont pas obtenu leur part, comme une république au sein de la Bosnie-Herzégovine. Et donc, de temps en temps, il y a un problème avec les Croates de Bosnie qui disent « mais nous voulons partir ». Cela complique un peu ce que l'on pourrait qualifier d'insistance des musulmans de Bosnie, les Bosniaques, à maintenir l'unité de la Bosnie. Ils sont majoritaires et estiment donc qu'ils devraient avoir plus de pouvoir, tandis que les Serbes de Bosnie souhaitent conserver le système très décentralisé créé par les accords de Dayton. Chaque fois que les Américains interviennent pour soutenir les Bosniaques afin de renforcer le gouvernement central de la Bosnie, les Serbes de Bosnie agissent. Donc, ça va et ça vient, encore et encore. En ce moment, la situation n'est pas très bonne. Ce qui maintient tout cela ensemble, dit-on, et je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, car c'est quelque chose qui serait difficile de démontrer, c'est ce qu'on appelle la force au-delà de l'horizon de l'OTAN et de l'Union européenne. Si les combats devaient reprendre, l'OTAN et l'Union européenne se sont engagés à intervenir immédiatement pour arrêter les affrontements. L'idée, c'est que les gens n'envisagent pas de se battre à cause de cette menace. Je pense que les gens simplement, pourquoi voudraient-ils retourner à la guerre? Mais il est vrai que les questions constitutionnelles, c'est une impasse, un cessez-le-feu, ce n'est pas un accord de paix au sens où cela mettrait fin à tout. Et qui sait, je veux dire, ça fait maintenant de 4 à 20 après, ils travaillent. Le Kosovo, c'est...
On peut aussi passer outre si c'est... Enfin, oui, par où commencer? Oui, exactement. Je veux dire, il n'est pas clair pour moi quand, ou même si, le Kosovo sera admis aux Nations Unies et pourra donc entretenir des relations internationales. C'est ça, l'essentiel. L'actuelle direction des Albanais du Kosovo n'a pas vraiment soutenu les arrangements d'autonomie municipale accordés aux Serbes, surtout dans le nord. Donc c'est similaire en un sens aux conflits constitutionnels dont je parlais en Bosnie, qui vont et viennent sans cesse. Et de temps en temps, dans ce cas, c'est l'Union européenne qui est davantage impliquée. Nous avons des négociations qui ne sont pas mises en œuvre et la situation est dans l'impasse. Et mes collègues serbes de la Serbie proprement dite de Belgrade pensent que tant pour le président Vučić de Serbie que pour la direction albanaise du Kosovo, il est dans leur intérêt de maintenir cette impasse afin de ne pas être remis en question. Donc, qu'est-ce que mieux ça va dire? Le fait est que ces dynamiques de conflit tendent également à renforcer certains individus qui tirent profit du conflit. Ainsi, il existe aussi, des deux côtés, un argument interne pour maintenir certaines choses en l'état. Ce qui me paraît étrange, c'est que, dans l'ensemble, il s'agit clairement d'une région, linguistiquement, culturellement et géographiquement, qui appartient naturellement à un même ensemble. Pourtant, elle est divisée en de nombreuses parties. Et par « appartient ensemble », je ne veux pas forcément dire en tant qu'État-nation. Je veux dire qu'il doit bien sûr y avoir de l'interconnexion. De plus, il y a évidemment la question de l'importance capitale des Balkans pour l'ensemble de l'Europe. Je veux dire, la Première Guerre mondiale a commencé précisément à Sarajevo. On ne peut pas écrire l'histoire de l'Europe sans les Balkans. Selon vous, quel est actuellement, Edzo, le rôle structurel des Balkans dans le grand théâtre géopolitique européen? Vous savez, j'ai une collègue très chère qui est historienne de l'Europe du Sud-Est. Elle est allemande. Elle s'appelle Marie-Janine Kallig et elle écrit de merveilleux livres. L'un de ses ouvrages porte sur le Grand Chaudron, dans lequel elle soutient qu'on ne peut pas ignorer le rôle des Balkans dans l'histoire de toute l'Europe. Cela en fait partie, c'est un bel écho à ce que vous dites et je recommande à vos auditeurs de le lire. C'est un livre remarquable. Mais je suis pas sûre, dans la situation actuelle du système international, ou du moins en Europe, de la direction que prennent les choses. Je veux dire, le rôle que joue l'administration Trump est en train de tout changer, de tout bouleverser. Qui sait ce qui va se passer? Je pense que ce qui est particulièrement important pour les Balkans, c'est le Moyen-Orient, car la Turquie d'un côté et l'Arabie saoudite et l'Iran de l'autre ont toujours eu beaucoup d'intérêt et d'implication, même pendant les guerres, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Donc, quelle sera la relation entre l'instabilité qui règne actuellement au Moyen-Orient et ce qui se passe dans les Balkans et vice-versa? Je pense que c'est un moment où je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer, mais on ne voit certainement pas d'organisation profiter de ce qui pourrait être le rôle stabilisateur et intégrateur des Balkans. Je ne sais pas. Je suis désolée, j'aimerais avoir une idée. Non, je n'en vois pas non plus. Vous savez, il y avait cet espoir, surtout je pense au début des années 2000, que la situation dans les Balkans pourrait être résolue de la même manière que la question irlandaise, essentiellement par l'européanisation, n'est-ce pas? L'intégration dans une structure politique plus large, et cela permettrait alors de guérir les blessures. Et aujourd'hui, cela semble également très improbable à cause de la fragmentation de... Mais non. Mais alors je dirais que voici la question vraiment importante que vous avez soulevée concernant l'Union européenne. Car la Serbie, la Macédoine, aujourd'hui appelée Macédoine du Nord, et la Bosnie-Herzégovine attendent toutes leur tour
remplissant les conditions requises pour entrer dans l'Union européenne depuis plus de 20 ans maintenant. Et tout est complètement en suspens. Donc, cette idée selon laquelle cela devait fonctionner est bloquée par l'Union européenne, en particulier par la France. Et qui sait, cela change constamment en Allemagne, selon qui détient la majorité là-bas. J'aimerais penser qu'ils verraient leur intérêt à mettre en œuvre leur propre rhétorique selon laquelle l'intégration européenne est la clé de la stabilité dans les Balkans et donc de la stabilité en Europe. Mais ce n'est pas ce que reflète leur politique actuelle. Non, pas du tout. Mais l'Union européenne a tellement de problèmes en ce moment que je ne pense pas que ce sera un domaine où elle pourra réellement aider. Peut-être une dernière chose. Pensez-vous que l'expérience yougoslave et l'expérience balkanique de cette désintégration, et peut-être aussi l'expérience du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, etc., offrent des aspects porteurs d'espoir quant à ce qui peut être fait, ou à la manière dont les guerres peuvent se terminer et les combats cesser, qui pourrait d'une certaine façon s'appliquer à la situation entre l'Ukraine, la Russie, l'OTAN et les États-Unis? Voyez-vous un quelconque parallèle? Pas beaucoup. Ce que je dirais, c'est que vous vous souvenez que je parlais de la minorité serbe en Croatie, qui représente 11 ou 12%. Cette région de Croatie s'appelle la Krajina, et la partie nord de la Bosnie s'appelle aussi la Bosanska Krajina. Krajina signifie frontière en slave. Donc si vous pensez à l'Ukraine, c'est le même mot. Dans le cas de la Croatie et de la Bosnie, c'était la frontière militaire entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, et les Serbes étaient tenus d'être militaires pour défendre l'Europe contre les Ottomans. La neutralité de la Yougoslavie, des personnes que je soutiens et qui analysent le cas de l'Ukraine disent que ce sont des endroits qui géopolitiquement doivent rester neutres. Donc si nous ne pensons pas uniquement à négocier l'Ukraine en termes de neutralité, mais alors nous ne faisons toujours pas cela dans l'ex-Ukraine. Les uns qui n'étaient une avec cette situation. Je ne sais donc pas quand cette leçon sera retenue, mais je pense que non seulement cela, mais aussi ce qui était si particulier à propos de la Yougoslavie, c'est cette idée d'un système vraiment consociationnel où chacun avait ses droits, selon sa culture et sa langue, mais vivait ensemble et où le système politique pouvait s'y adapter. À bien des égards, l'Ukraine pourrait avoir la même chose, même si Minsk II semble être une tentative en ce sens. Et cela a été rejeté. Mais on peut encore espérer que peut-être cette leçon de la Yougoslavie, ce qui l'a maintenue, comme vous l'avez dit au début de notre conversation, ce qui a permis à la Yougoslavie de survivre avec succès pendant plus de 50 ans, pourrait encore s'appliquer à l'Ukraine. Vous savez, c'est justement ce que j'essaie de comprendre. Il y a ces zones frontalières, comme vous l'avez dit, et nous avons ces cas partout en Europe, partout, et en fait en Eurasie et en Suisse. Je veux dire, la Bosnie, c'est la Suisse. La Suisse, c'est la Bosnie, pour ainsi dire. Et c'est le fait qu'en 1815, cette neutralité ait été convenue puis maintenue, qui a permis à la Suisse de servir de tampon entre les Autrichiens et les Français. On retrouve cela un peu partout. Et puis, quand on fait exploser la neutralité, si des forces politiques se mettent à agir contre cette idée de tampon, elles créent aussi le chaos interne, ou bien à travers ce chaos interne, détruisent la fonction externe. Je n'ai pas de concept précis à ce sujet pour l'instant. Je suis d'accord avec vous, oui. La question serait donc de savoir comment faire fonctionner cela en interne afin de maintenir la fonction externe, et inversement. Je veux dire, d'après ma propre expérience avec la Yougoslavie, tout ce qu'ils pouvaient faire en interne ne fonctionnait pas, à moins que les acteurs extérieurs ne s'y associent et ne le soutiennent. À mon avis, les acteurs extérieurs étaient plus influents.
à moins qu'ils ne veuillent que cela fonctionne. Et nous voyons dans les deux cas comment des forces extérieures ont perdu tout intérêt, peut-être en Yougoslavie, et avaient en réalité des intérêts divergents en Ukraine, agissant en fait contre la neutralité de l'Ukraine. Je veux dire, écoutez, je suis américain, donc je peux parler de mon pays. Et la Slovénie et la Croatie ont obtenu leur indépendance grâce à la Suisse, l'Autriche et dans une certaine mesure la Norvège contre la constitution fédérale de la Yougoslavie. Ils l'ont enfreinte. Et les Américains ne sont arrivés que plusieurs mois plus tard. Donc au début, ils savaient ce qu'il fallait faire. Mais pourquoi est-ce que je mentionne cela? Parce que les Slovènes et les Croates ont été très, très habiles dans la manière dont ils ont présenté leur récit pour expliquer pourquoi il fallait soutenir leur droit à des États indépendants et à la dissolution de la Yougoslavie. Et cet argument, c'était l'anticommunisme. Alors, ils ont trouvé comment qualifier Milošević de communiste, comme si Tudjman et Kučan en Slovénie n'étaient pas eux aussi membres de la Ligue des communistes. Je veux dire, c'est exactement la même chose. Mais ils ont réussi à alimenter l'anticommunisme américain. Et je sais que je ne soutiendrai pas une seconde ce que fait Poutine dans son invasion de l'Ukraine, mais la politique américaine profite aussi d'un récit anti-russe. Donc, ce que nous disons, c'est que si à la place on pouvait obtenir un récit de neutralité, de paix et de stabilité, je pense que c'est là que ça doit se passer. Parce qu'alors les idées sont toujours là et les gens sur le terrain prêts à jouer, je pense, les préfèrent moi-même. Je le pense aussi. Je le pense aussi. Et c'est une analyse remarquable. C'est une analyse remarquable. Et je vous en remercie. Suzanne, si les gens veulent lire vos analyses, y a-t-il un endroit où vous publiez des essais, ou bien où devraient-ils aller pour vous trouver? Oh non, je veux dire, je viens juste de... J'avais mon CV avec tous les documents sur un site web, qu'il y a une raison pour laquelle j'ai dû le retirer, donc je ne l'ai pas. Je veux dire, ils peuvent m'écrire, ils peuvent consulter mon CV sur le site du département de sciences politiques du Graduate Center de la City University. Il est là. J'écris beaucoup. Et bien sûr, achetez aussi vos livres, car ils contiennent d'excellentes analyses. Merci. Professeur Suzanne L. Woodward, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Je vous en prie.